Ouais, max 9h, moi aussi. Il faudrait que ce soit avant. Ah, l'intro comme. Dernière émission. The Last Dance. Yeah. Last Dance, on mettrait 2 ans. On fait pour le championnat. Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien, puis on est l'équipe complète. Là, on voulait prendre le temps d'être les 4. Donc, je suis avec Losé, Marco et Marc-André. Comment ça va, les boys? Ça va très bien. Nous autres, on est comme la NFL. Quand c'est le dernier de l'année, on prend une semaine de break. Là, exactement. Quand tu gérer la game un peu plate. Là, on voulait faire une semaine aussi où est-ce qu'il y avait comme juste des séances là, pour des journalistes pour venir nous poser des questions. On était sur notre podium, on attendait, mais juste personne n'est venu nous poser des questions. Personne qui a show up. Finalement, on n'a pas pu faire ça, mais on voulait juste faire une semaine de médias. Puis on n'est pas assez big encore pour que les médias viennent, mais là, on travaille là-dessus pour l'an prochain. On était prêt pour faire un Marshall Lynch, puis juste rien dire. Oui, mais exactement. Je suis ici pour ne pas être mis à l'amende. C'est ça. J'ai traduit librement, mais c'est un peu ça. Là, dans le fond, là, on va commencer quand même short and sweet. Tout a été dit par des analystes de fond en comble par rapport au match du Super Bowl en tant que tel. Mais j'ai quand même envie qu'on parle de notre impression. Parce que j'ai beaucoup de collègues qui savent que je suis fan de la NFL puis ils me demandent comment toi, tu as trouvé le match, comment toi, tu as trouvé le fait de la mi-temps. J'ai envie d'avoir votre opinion globale, moins tactique, parce qu'il y a des analystes là, depuis une semaine et demie là, qui ont vraiment parlé de long en large des résultats, des performances de beaucoup de joueurs sur le terrain. On peut en parler quand même un petit peu, mais vite comme ça. Losé, as-tu aimé ton Super Bowl? As-tu aimé l'avant-match? As-tu aimé la mi-temps? Qu'est-ce que tu aurais à me dire par rapport à ton expérience là, du Super Bowl de cette année? Évidemment, ça n'a pas été, comme pour la plupart, ça n'a pas été le match le plus extraordinaire à regarder. Par contre, moi, je suis un fan de la NFL, pas juste un fan des jeux offensifs. J'aime voir des bonnes défensives à l'œuvre. Je pense que c'est ça qu'on a eu. Il y a eu une éclosion de points au dernier quart, mais ça, c'est souvent le cas quand un match est un peu fini ou peu importe. Mais pendant 3 quarts de temps, même si tout pointait dans le sens que Seattle s'éloignait avec le match, c'était toujours à portée de main pour les Pats. Ça a été une bonne défensive des deux côtés. Les Pats ne se sont pas fait éclater en défensive. Puis. Les Pats, pour vrai, ils ont vraiment bien joué en défensive. Les Pats, ça a été une belle game. Tout le monde vante la défensive des Seahawks, mais la défensive facile, des Pats, ça joue une grosse game. Hein. T'entends ça à gauche, à droite, t'entends ça de partout que les Pats, they were frauds, il n'y avait pas d'affaires là. Moi, honnêtement, n'importe qui arrive avec ça comme narratif, je pense qu'il n'a rien compris de la game. Je suis complètement en désaccord. Oui, OK, c'est vrai, les Pats, ils ont eu historiquement un des calendriers plus faciles, mais les calendriers de la NFL sont faits de même. Puis savez-vous qui d'autre qui a eu un calendrier presque aussi facile? Il y avait les Bills qui étaient Tom Brady, toute sa carrière. Non, mais Tom Brady, toute sa carrière, il a joué contre des Bills nuls à chier, des Dolphins nuls à chier, puis des Jets nuls à chier, puis il a gagné. On ne dit pas qu'il est moins bon à cause de ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que... donné des bails. C'est ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que les Bills, mis à part les 2 matchs que tu joues contre des équipes qui ont fini même à ton ranking, c'est ça. Même rankings, tout le reste de la cédule, c'est la même que les Pats avaient. Ouais. Puis, ils étaient méga favoris au début de la saison. Fait que les Pats ont fait quelque chose de mieux que toute la planète football essaie de faire à croire à ceux qui ne suivent pas le football, que c'était plus que des frauds. Ils étaient legit, les Pats. Bien coachés, bon QB, bon jeu au sol, extrêmement bon jeu au sol. Puis on l'a vu, on savait que ça allait être dur pour les Pats de ce côté-là parce que leur force à l'offensive, c'est le jeu au sol. Évidemment, ils jouaient contre la meilleure défensive contre le jeu au sol. Fait qu'on savait que ça allait être difficile. Moi, j'avais pointé que si les Pats voulaient créer le upset, il allait avoir besoin de beaucoup de courses pour aller chercher des first downs de Drake May. Puis ça, c'est pas arrivé. Il y en a manqué. Un peu, mais pas tant que ça. C'est ça, il y en a manqué. C'était pas assez concluant. Puis je pense que ça a peut-être été un peu effacé par le game plan. Peut-être que Seattle ont mis un petit peu plus d'espions pour justement enlever cette opportunité-là. Mais grosso modo, moi, ce que j'ai retenu du Super Bowl, c'est que pour la
Je dirais la 3e fois. C'est quelle année? Parce que là, je ne m'en souviens pas. C'est quelle année que le Super Bowl que Mahomes a perdu contre Brady quand il était à Tampa Bay? 2021. Il y a pas longtemps, là. C'est 2018, gros max. 2021, ouais, ça fait comme 3 Ouais, 21. OK, bon. 21, je pense. Ouais, fait que dans les 6 dernières années, dans les 6 derniers Super Bowls, c'est la 3e fois où ce que le dévoilement du match se gagne sur la ligne à l'attaque contre la ligne défensive. Parce que Mahomes s'était fait complètement détruire par la ligne défensive de Tampa Bay. Quand ils ont perdu l'année passée contre les Eagles, la ligne à l'attaque s'est fait complètement piétiner par la ligne défensive des Eagles. Puis cette année, c'est exactement ça qui est arrivé encore. C'est facile de critiquer Drake May, il n'a pas connu un gros match, mais la ligne défensive des Seahawks a mis de la pression, a martelé la ligne offensive des Pats. Puis on a pu voir, parce que c'est facile, qu'est-ce qui est flashy au football? Les QB, les wide receivers, les running backs, c'est ça que tu peux voir. C'est ça que. Mais c'est pas toujours juste ça qui fait gagner les matchs. Puis là, ça fait 3 Super Bowls dans les 6 derniers, que clairement, l'équipe qui a un net avantage dans les tranchées, pas Chris une volée à l'autre équipe, mais quasiment, c'est ça qui dicte vraiment la ouais. Moi, c'est ce que j'ai retenu du Super Bowl. J'aime beaucoup ce que tu dis. Je vais laisser du jeu aux autres, puis pas que tu dises tous les points. Fait que moi, je vais juste compléter sur... Mais vas-y, Marco, vas-y. Il y a juste... non, avant que Marco y aille, il y a juste Losé qui a dit des choses, puis je veux pas que ça passe under the radar. C'est que, dans le fond, ce que tu as dit, que je trouve vraiment, vraiment pertinent, c'est que les Patriots, même s'ils étaient à 0 points, ils étaient toujours, dans le fond, dans le reach. Tu sais, moi, ce que j'aimais, puis je disais à mes collègues aussi beaucoup, c'est que je disais, un jeu explosif peut tout changer. Tu sais, quand c'est juste 3-0, quand c'est 6-0, même 9-0 à mi-temps, je me dis, il suffit d'un gros jeu ou d'une séquence, genre, un jeu explosif ou deux, qui peut faire un mauvais revirement, puis ça peut revenir dans le game, puis là, ça devient à 2 points d'écart ou à 1 point d'écart. C'est-à-dire que même si tu marques 0 points, même si ce n'est pas tout à fait concluant au niveau de l'attaque pour les Patriots, ça fait qu'ils ne sont pas si loin que ça. Fait que la tension était là quand même en première demi, même si ce n'est pas beaucoup de points. 2 excellentes défensives, puis les Patriots, comme tu as dit, ils sont là, ils sont legit. Ils ont fait de quoi, ils ont accompli de quoi. Même avant le début de la saison, ils étaient déjà mis de l'avant pour gagner leur division par Vegas. Puis c'est ça qui s'est passé aussi. Fait que Vegas, c'est des choses que nous, on ne sait pas. Ça avait commencé de même. J'ai beaucoup aimé ce que tu dis que les 2 defs étaient vraiment excellentes et legit. La pression a été mise quand même sur Sam Darnold. La différence, c'est qu'aucun revirement. Il s'est débarrassé beaucoup du ballon, a dû précipiter les passes, qui fait qu'il était imprécis. Oui, les stats ne sont pas tant reluisantes pour Sam Darnold, mais il a bien protégé le ballon. J'ai adoré son match, mais c'est que les Patriots, ils ont vraiment tellement bien joué qu'ils n'ont pas peur des gros jeux. Les Seahawks, tant que ça en première demi, il y en a eu quelques-unes, genre une course de 12 verges de Kenneth Walker, des affaires de même, mais ils ont juste eu des placements parce que la def des Patriots a extrêmement bien joué. Fait que, ils ont mis beaucoup de pression sur Sam Darnold, puis il n'a pas craqué. On voit que c'est un bon vétéran de ce côté-là, il a bien protégé le ballon. Mais ça a été un match vraiment chaudement disputé au niveau des défensifs puis des lignes. Puis moi, en tant que connaisseur de football, c'était le fun à regarder. Moi, j'ai eu du fun. Ouais. Puis j'ai eu un malin plaisir à voir les Patriots marquer 0 points en 3 quarts. Je vais l'avouer, ça m'a fait un petit bonbon. J'étais content. J'aurais aimé ça qu'ils finissent à 0 points. Ça aurait été historique. J'aurais adoré ça. C'est pas ça qui est passé, mais malin plaisir. Ouais, malin plaisir, je dois avouer. Là. Mais vas-y, Marco, tu voulais rajouter quelque chose, vas-y. Dans le fond, tu sais, c'est. Moi, être Darnold, c'est le fun parce que t'es dans. Tu sais, c'est quoi? C'était 12-0 après 3 quarts, 4 placements seulement. Tu sais, t'es dans le siège du conducteur, tu vois que ton équipe accorde 0 puis une barre avec Drake May. Drake May, il est jeune, 2e année, il s'est fait saquer 5 fois. On l'a dit, je pense, il y a 2 semaines, quand on a fait le dernier podcast, Losé puis moi, on a dit la seule façon qu'il peut peut-être essayer de gagner et d'aller chercher des first downs, tout, c'est avec ses jambes. Il a juste couru 5 fois, avec une très bonne moyenne par carry, mais comme il aurait fallu vraiment qu'il prenne beaucoup plus les choses en main. Selon moi, il n'était pas à 100%. Puis quand il se faisait frapper, là, les 5 sacs, là, il y a un moment donné, je pense que Vrabel l'a ramassé ses lignes de côté. Il dit: T'es-tu correct? Peux-tu continuer? Genre, il était plus là il était magané. Puis il s'est fait maganer. Dans les playoffs, au complet. C'est un record, là, 20 sacs. C'est pas juste lui qui décide de prendre des prises de décisions plus longues. La ligne à l'attaque, elle a de la misère. Oui, c'est un record, man. Merci, Losé, de spécifier. Record, bravo. C'était fait saquer le plus souvent. Bravo. Tu vois, en même temps, tu regardes les 2 running backs, Anderson autant que Stevenson, ça n'a pas volé haut non plus. Non.
Puis quand tu regardes les stats de Drake May à la fin de. Tu sais, mettons, tu regardes ça 2 semaines plus tard, tu dis, c'est pas si pire. Si, il a fait 300 verges avec 27 complétés pour 43 passes tentées, tu dis, c'est beau. Mais c'était pas ça après 3 quarts. Je pense qu'il y avait comme 50 quelques verges après 3 quarts. Là. C'était un massacre. C'était comme tu as dit, c'était presque un blanchissage. Puis ça aurait pu. Là, le dernier touchdown, c'est du garbage. Il y a 200 verges juste au 4e quart. Là. C'est pas c'est ça. Là, finalement, ils ont laissé aller. Là. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est ça. Ils ont joué le temps. Puis quand ils ont fait comme OK, on peut le laisser passer. Lui, il n'y a pas de trouble. On prend le ballon, on contrôle la game, on finit ça. Pour ça, c'était plate un peu, mais c'est sûr que je vous ai dit, Drake May, déjà, là, en rentrant dans ce game-là, il n'est pas à 100%. Il est jeune, il s'est fait bardasser. Puis honnêtement, on a eu un bon show, mais en même temps, c'était à sens unique. Moi, j'ai dit à mes chums avec qui j'étais au Super Bowl, j'ai dit, s'ils prennent 2 possessions d'avance très rapidement, ça va être un blowout, puis ça va être un massacre à la San Francisco. La seule raison pourquoi c'est pas arrivé, puis qu'il y a eu juste c'était 9-0 après la demi, puis 12-0 après le troisième quart, la seule raison que c'est pas arrivé, c'est justement, vous en avez parlé, la défensive de New England qui a tenu le fort, là, parce que si c'est pas de ça, là, à 9-0, t'es comme, on sait jamais, une passe de 75 verges touchdown, on est dans la game, puis c'est fini, on n'en parle plus. Mais bon, il se passait rien. On a vu des memes sur Facebook du punter qui avait le pied tout enflé, tout rouge, là, tellement qu'il puntait le ballon. Là. Ça n'avait aucun bon sens. Là. C'était un concours de punt, son affaire. Fait que pauvre lui, mais. Les pronostics pour que Myers gagne MVP. Là. Ouais, exact. Sur Polymarket, là, c'était rendu haut, là, cette affaire-là. Là. Si on devait donner un SVP, qu'on appelait un second MVP, genre pour l'équipe perdante, je pense que c'est le punter qui l'avait. Ça n'avait pas de bon sens. Les 2 punters l'auraient eu. Mais pour vrai, Kenneth Walker, MVP, on l'avait collé, moi, puis mon ami Marc-Alex, que ça allait être lui sûrement parce qu'on s'est dit que ça va se passer par la course, puis Charbonnet pas là. Ouais, exactement. Charbonnet n'était pas là, puis tu sais. Ça aurait pu être GSL, mais on savait tous que Christian Gonzalez, puis honnêtement, ça, c'est un petit parenthèse que je veux faire. Là. Il a connu tabarnak de game. Une esti de game. Je ne sens pas souvent ici que vous autres. Mais tabarnouche. Il volait des airs de reculons pour tiper des passes à GSN. Il a fait des jeux exceptionnels. Il a le GSN complètement. Là. Il y a eu un jeu où il a droppé un pick, mais au bout de la ligne, tu regardes le replay puis il est en crise. Il a droppé le pick, c'est vrai, quand il a passé entre les mains, mais il a droppé le pick parce que c'est le seul au monde qui avait une chance de pick là-dessus, parce que le jeu qu'il a fait pour se rendre au ballon, c'était juste hallucinant. Mm-hmm. Comme n'importe qui d'autre n'aurait pas droppé le pick, il n'aurait pas fait ça. Exactement. Il faut leur donner, parce que j'ai vu une vidéo récemment, puis c'était très intéressant. Il posait des questions, un joueur posait des questions à d'autres joueurs dans la NFL, puis il disait c'est quoi la position la plus difficile à jouer au football. Tout le monde s'entendait pour dire que quarterback puis CB, c'est les deux plus difficiles. Cornerback. Puis honnêtement, il y a beaucoup de monde qui ont hésité à dire cornerback, mais ils disaient CB parce que genre honnêtement, ils font tout de reculons pour suivre des gars qui s'en viennent vers toi, élite de même, puis de faire tout de reculons. C'est ça, des règlements, et puis honnêtement, pour les suivre, juste les suivre de reculons, puis savoir quand tourner, puis voter, tout, c'est vraiment extrêmement dur. Fait que honnêtement, il a fait sa job. C'est pour ça que je te dis, on a une game serrée pendant un petit bout à cause de la défensive. Les cornerbacks, c'est les meilleurs athlètes au football. Comme c'est vraiment les joueurs qui sont le plus athlétiques. Le jeu de pied, l'angle des hanches, tu dois vraiment être... tu n'as pas le droit à l'erreur. Ça m'a étonné quand ils ont être incroyable là, pour quand tu comment tu suis tes gars, parce que les gars vont faire des feintes, des doubles feintes. Faire perdre le pied, bien sûr ton gars, pas mordre ou quand mordre, puis genre c'est hallucinant. L'effort mental pour juste comme regarder les pieds de l'autre, les hanches de l'autre, les mains, la tête, est-ce que c'est une feinte ou est-ce qu'il va vraiment? C'est vraiment difficile à suivre le jeu. Par là, il faut que tu regardes le corps, voir est-ce qu'il me regarde ou pas. C'est vraiment technique. Ouais, Marc-André, tu voulais dire quoi par rapport au Super Bowl? Je ne veux pas nécessairement répéter ce qui a été dit. Là. Parle-nous de la mi-temps. Tantôt. Non, rentrons pas dans la mi-temps. Mais, on va rentrer dans la mi-temps tantôt. OK, mais moi, je veux juste amener certaines petites choses que j'ai peut-être moins entendues, qu'on n'a peut-être pas tant parlé, mais qu'on n'a peut-être pas entendu non plus. Moi, je veux juste quand même parler du... je vais juste vous amener, ça ne sera pas long, partager l'écran. Stat niché, là. Non, mais je veux quand même partager qu'il faut quand même qu'on parle des
des statistiques des playoffs là, pour Drake May, parce que je pense que Drake May, il n'a pas fait la job en playoffs. Oui, il a affronté 4 bonnes défenses. défenses. Meilleure défensive, ouais. Mais tu sais, si on regarde ses stats globales en playoffs, moi, je trouve qu'il y a eu des playoffs quand même difficiles. Puis je pense que c'est de là à quel point on voit que la défensive des Pats, c'est vraiment eux qui ont amené cette équipe-là Marc, au Super Bowl. Là. Je vais te laisser aller. Puis je fais pas l'avocat du diable pour Drake May. Par contre, quand la faiblesse de ton équipe, c'est la ligne à l'attaque, puis que ça donne que tu affrontes 4 des 5 meilleures défensives de la ligue, ça se peut que tu sois exposé un peu. Ça, je comprends fois 1000. Là. Ça, c'est leur grosse faiblesse. Ça a été leur faiblesse toute la saison au Pats, c'est la ligne à l'attaque. Exact. Mais là où je voulais en venir, c'est que oui, je pense que Drake May a eu des playoffs difficiles, mais là où je veux en venir, c'est que je vais faire un parallèle avec Sam Darnold. Parce que Sam Darnold, j'ai pas entendu beaucoup de monde le critiquer parce qu'il a gagné le Super Bowl. Mais pour vrai, si après 3 quarts, c'est juste 12-0, oui, la défensive des Pats a bien joué. Mais moi, je me rappelle de au moins 2 fois où son receveur a battu le cornerback, il est wide open, puis pas wide open comme au milieu du field, wide open comme derrière les cornerbacks, que si c'est une passe complétée, c'est un TD, là, il est complètement tout seul, puis les 2 fois, il a overthrow son receveur, puis c'est pas parce qu'il y avait de la pression, peu importe, c'était 2 passes que normalement, t'es supposé de faire comme... Ouais, c'est 2 passes que c'est le moment qui l'a fait manquer. Hein. Exactement, fait que tu sais, dans le sens que oui, on bâche Drake May, mais on bâche Drake May parce qu'il a perdu. Parce que si les Pats avaient gagné ce match-là, convaincu qu'on verrait plein de séquences de Sam Darnold dans ce match-là qui a manqué des opportunités d'avoir des passes complétées. Clairement. Exactement. Ben, Julien a quand même pointé ça en disant que statistiquement, il n'a pas connu un match extraordinaire, pas mieux que May. Non, c'est ça. Mais il a gardé le ballon. C'est ça. Pour moi, la différence, c'est que May, il n'y a pas, à part peut-être son pic là, au 4e quart, quand tranquillement, les Pats est en train de remonter, puis là, il a avancé un peu dans le pocket, puis il a fait vraiment de mauvaises passes. Mais tu sais, je ne sens pas que Drake May a fait nécessairement, à part celui-là, je ne sens pas nécessairement qu'il a pris de mauvaises décisions, qu'il a fait de mauvais throws. C'est vraiment la def des Seahawks qui était vraiment bonne. Mais pour moi, Sam Darnold a pris des mauvaises décisions dans ce match-là. Il y a une différence aussi avec, je trouve, la manière, ce que tu dis n'est pas nécessairement faux, mais je pense juste qu'il manque un peu de nuance. Admettons, là, le corps arrière qui a le plus de revirements durant la saison, c'est Sam Darnold. C'était la chose que vous disiez à chaque semaine. J'adore les Seahawks, mais je pense pas que ça va tenir, mais ils gagneront peut-être pas le premier tour, mais dans le fond, tout le monde, on voyait les Rams numéro 1, on voyait San Francisco numéro 1, mais non, c'est la 3e équipe dans notre tête de la division qui a non seulement gagné la division, mais en plus a fini first seed. Puis, on disait tout, c'est quand ils vont perdre, c'est à cause de lui. Ben, en 3 matchs, il n'y a aucun revirement, ce gars-là. Fait que, tu sais, il a fait ses erreurs, il a fait ses erreurs, puis là, il a laissé jouer la défensive, puis il a dit, j'ai fait, lui, pas juste au Super Bowl, les 3 matchs, on va prendre une échantillon plus large. Il a produit le ballon, puis l'affaire que j'ai disais en début de podcast, avant qu'on enregistre, puis là, Lozelle a fait référence, je vais juste spécifier un petit peu plus, c'est que la différence, c'est que quand il a subi de la pression, il a pris des bonnes décisions. Il s'est débarrassé du ballon, des fois, il a visé son receveur, il se dit, je vais mettre un endroit où l'autre n'aura pas de jeu, puis au pire, je le manque, mais au moins, c'est pas un jeu négatif. Hein. Il a pris des bonnes décisions lorsque sous pression, mais toutes ses passes n'étaient pas parfaites. Mais même ses passes étaient imprécises, au moins, ne donnaient pas d'opportunité à l'autre de l'intercepter, sauf une fois, Gonzalez, quand il a fait son gros jeu. Il y a eu un stress où je suis comme, ouh, mais à part ça, le reste du match, je n'ai pas été trop stressé par Sam Darnold. Puis tu vois qu'il a été quand même beaucoup plus calme que Drake May. Non, puis il a presque mieux scramble que Drake May. Il s'est sorti des sacs plus que Drake May quand que Drake May, c'est comme sa force. Puis ce que tu dis, j'allais en parler, c'est que Drake May, on dirait, il sortait souvent trop facilement de la pochette, alors qu'il y avait juste à monter dans la pochette pour faire des passes. L'ajustement est arrivé tard dans le match. Quand il a commencé à le faire, c'est là qu'ils ont eu la drive où est-ce qu'il y a 2 jeux explosifs à McCollins. Puis dans le fond, ils ont marqué le toucher. Après ça, il s'est remis à monter. Puis là, c'est juste, il a fait tout le temps ça. Le problème, c'est que là, il s'est fait contenir par Seahawks, puis il manquait d'espace sur mouvement. Oui, la mauvaise passe, mais tu vois que ses pieds, son corps, son bras, c'est pas dans son angle optimal. La pochette, c'est un peu trop tendu pour ce jeu-là. Fait au moins, c'est ajusté plus tard dans le match. Il dit, je peux pas sortir parce qu'il me pourchasse. Fait que quand ça arrive, je vais monter dans la pochette, puis je fais ma passe.
Puis quand il s'est mis à faire ça, des choses ont commencé à se créer pour les Patriots. Puis c'était la solution. C'est arrête de fuir le sac, arrête d'essayer d'étendre les jeux. Tu montes dans la pochette, puis tu fais une passe ou tu te débarrasses du ballon. Mais tu ne peux plus courir de main parce qu'à 4, il se rend à toi. Puis ça ne marche pas. Fait qu'on a beau dire ce qu'on veut sur la ligne à l'attaque des Patriots. Il y a eu quelques mauvaises décisions en première demi de Drake May, où est-ce que quand la pression s'est rendue à lui, je n'ai pas aimé sa solution qu'il a envisagée. Fait que c'est ça, j'ai pas envie de dire que Drake May c'est un mauvais corps, c'est pas le corps du futur. C'est pas ça que je suis en train de te dire, c'est juste c'est que ça reste une rookie, c'est sa 2e année. Exact. Il a subi de la pression, puis il a moins bien paru dans ses autres matchs. Il n'a pas fait grand-chose des autres matchs d'avant, mais là, il a moins bien paru en finale du Super Bowl qu'en demi-finale ou encore de finale. C'est ça, il était comme, excuse-moi, il a été comme un peu, comme, comment je pourrais dire, victime de tout ça, parce qu'il arrive contre les Chargers, ils sont complètement détruits, là, il est bas avec juste 16 points. Il arrive contre les Patriots, pas contre les Patriots, contre Denver, contre Houston après, mais ça, c'est Houston qui, justement, CJ Stroud fait 6 revirements, puis ils n'ont jamais eu le ballon. Après ça, tu arrives contre Denver qui n'a pas Bo Nix. Puis honnêtement, si Bo Nix est là, pas sûr qu'on parle de la même conversation aujourd'hui. Bo Nix plus tempête de neige aussi. Ouais, la tempête de neige n'est pas. Ça, c'est une autre affaire, on en a déjà parlé, là, mais bon, ça pour dire que tu n'avais pas ton carrière par terre, on s'entend qu'il y avait une grosse marche. Fait que là, tu arrives au Super Bowl, il est peut-être magané des 2-3 dernières semaines. Le kid a juste 1 année et demie derrière la cravate. Il est comme un peu victime de tout ça. Oui, il a connu une mauvaise game, mais moi, je ne suis pas inquiet pour lui. Les gars, moi, je viens de penser à quelque chose, puis c'est en écoutant ton argumentaire, là, Julien. Puis, j'ai pas pensé à comment j'amènerais ce point-là, parce que ça vient de me flasher, puis dites-moi si je suis wrong ou pas. Vas-y comme ça sort, là. Non, mais dans le sens que qu'est-ce qui est arrivé dans la NFL depuis 7 ans? Mahomes est toujours là. Il a été là 5 ans sur 7. C'est tout le temps les mêmes gars. Les mêmes équipes qui reviennent. Toutes les kings. Puis là, on parle de Mahomes qui est déjà un top 2 all-time. Fait que là, c'est comme devenu les standards d'excellence, les standards comme les gars qui sont au Super Bowl, c'est juste toujours les meilleurs. Mais là, je trouve qu'on. Puis ça, je parle pas de nous, là, je parle de tout le monde. T'sais, on dirait que le monde oublie que Drake May, il a fucking 20 ans ou 21 ans, ou peu importe, là, c'est un 2e année, 23 ans, whatever. Puis, OK, Mahomes, à sa 2e année, il a gagné le Super Bowl, gagné MVP. Mais comme, Mahomes, là, c'est Mahomes. On parle de Conor McDavid, genre. On parle peut-être du meilleur joueur de l'histoire du football, mais comme à cause qu'il est là à chaque année. Ouais. C'est ça le standard. standard. C'est comme s'il faut que les QB soient aussi bons. Tu sais, Drake May, c'est facile de dire, encore là, oui, on a parlé de Darnold, mais là, on parle de Drake May parce que le monde s'acharne sur Drake May. Mais qu'est-ce que tu as 21 ans, 23 ans, tu es au Super Bowl, biggest stage on earth, fuck, tout le monde te regarde. Puis en plus, tu reçois de la pression d'une défensive qui est extraordinaire. Je trouve que c'est facile. Extraordinaire, là. Faut pas oublier là, un trade, là, les Jets, là, Quinnen Williams, qui est excellent. C'est un des meilleurs joueurs défensifs. On parlait de la défensive des Jets qui était élite dans les dernières années, malgré tout. Lui, il se ramasse avec la def des Seahawks qui sont jeunes, qui sont vraiment quand même bons, puis en santé. Puis là, tu rajoutes lui dans cette défensive-là. Tu es comme, what the fuck? Genre, il y a eu des trades. Les Seahawks, là, en plus, je regardais ça, ils ont comme top 6 cap space pour l'an prochain. Fait qu'ils peuvent signer du monde, ils ont du capital pour signer. Puis là, je pense qu'on s'éteignait un petit peu sur le Super Bowl. J'ai envie de parler des bons coups, des mauvais coups, des surprises. Puis il y a des choses que je vais vous amener. Premièrement, Marc-André et Lozé, puis on en parle. Puis tu parlais de la tendance Lozé. C'est dans le fond, les standards d'excellence et corps arrière, on se disait, ça prend un bon corps arrière pour se rendre au Super Bowl. C'est peut-être plus la vraie tangente. Ça prend peut-être des bons coachs qui font bien avec les bons éléments. Puis j'ai demandé à tout le monde cette semaine de penser à une surprise puis une déception de l'année. Marc-André puis Lozé, vous aviez les deux la même déception. Puis c'était le coaching cette année vous a vraiment, vraiment déçu. Mais par contre, ceux qui se sont rendus en finale du Super Bowl, c'est deux qu'on considère excellents coachs. Fait que peut-être que ça prend juste une équipe bien construite, dans qui tu as confiance, puis que tu gères bien. Puis quand tu as un bon coach à la base, tu vas construire sur tes forces, puis tu vas travailler sur tes faiblesses pour les corriger, comme les faiblesses
protéger le ballon pour Sam Darnold. Ça a été corrigé, rendu en éliminatoire. Pour les Patriots, ça a été, dans le fond, le jeu au sol qui a été très difficile cette saison, avec beaucoup de fumbles. C'est qui mon starter? C'est qui mon deuxième? Comment est-ce qu'on gère les running backs? Ça s'est clearé, cette affaire-là. Puis, dans le fond, ils ont pu se rendre là. La défensive était de meilleur en meilleur à chaque semaine. Fait que, ça prend des bons coachs qui misent sur leurs forces puis qui améliorent leurs faiblesses. Puis, à la fin, ils ont piqué au bon moment. Puis, c'était extraordinaire ce qu'ils nous ont proposé. Puis, c'était un beau match de qualité, mais surtout 2 coachs qui avaient leur locker room à 100% de leur capacité au niveau de l'effort. Puis, j'ai vraiment aimé ça, voir ça. Fait que là, Losé et Marc-André, votre déception, c'est les coachs. Est-ce que vous voudriez en parler un petit peu plus? Écoute, Marc, je vais te laisser y aller là-dessus. Moi, je vais prendre 1 minute, même pas. Écoute, si je veux être... si je veux être cohérent avec ma participation au podcast cette année, et je n'ai pas le choix d'y aller avec ma déception de l'année, c'est à quel point que le coaching devient de plus en plus... Est-ce que c'est à cause que c'est tout basé sur les analytics? Est-ce que c'est parce qu'ils essaient d'avoir une nouvelle vague? Combien de fois qu'on a parlé des coachs qui ne prennent pas les points et qui vont en 4e essai? Combien de fois qu'on a parlé des coachs qui ne sont pas capables de gérer le cadran au 4e quart? Écoute, puis on dit ça, puis il y a eu 11 ou 12 congédiements, fait qu'on n'est pas si wrong que ça. Mais la 6 gangs de cave, les 11 puis 12 qui se sont fait congédier, ils vont retrouver une job ailleurs avant de se faire recongédier. La chaise musicale, c'est complètement ridicule. Puis, mettons, le meilleur exemple sur celui que je me suis le plus acharné toute l'année, il est encore là. Comment qu'une équipe comme Tampa Bay cette année, bourrée de superstars, sans aucune vraie compétition dans leur division, se ramassent puis perdent genre 5-6 games collés en menant par 14 points. Ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. C'est complètement le coach qui est imputable à 100%. Moi, j'ai fini. En fait, moi, oui, les coachs, mais moi, c'est une combinaison de coach et corps arrière. J'ai une grosse déception. Puis moi, je trouve que cette année, j'ai vu comme une grosse différence puis une baisse dans le niveau de qualité, je trouve, dans la NFL. Puis, tu l'as un peu dit, Losé. Moi, de un, je pense que oui, ça part du coaching, mais je pense qu'avant ça part beaucoup d'une stabilité. Il y a un livre qui a été écrit par des chercheurs il y a une couple d'années. Ils ont fait une étude dans tous les sports, là, pas juste football, pas juste hockey. Ils ont fait vraiment tous les sports à travers le monde. Ils ont pris comme les grandes équipes, les grandes dynasties, puis ils ont essayé de regarder qu'est-ce qui fait qu'une équipe devient bonne et reste bonne. Puis le critère numéro 1 qui est ressorti de ça, c'est que c'était la stabilité. Que peu importe l'équipe que tu as, quand tu congédies un coach, oui, ça se peut que tu ailles un espèce de petit effet comme, il y a un petit soubresaut pendant quelques, tu sais, tout dépendamment du sport, là, quelques semaines, quelques mois, mais que le big picture, c'est que le fait de garder un coach pendant longtemps t'apporte beaucoup de loin de meilleurs résultats que juste, après 2 ans, on switch, après 2 ans, on switch, après 2 ans, on switch. Puis j'ai sorti les statistiques des dernières années dans la NFL, le nombre de coachs en chef qui sont congédiés par année. Fait que pour ceux qui n'ont pas le visuel, là, je les ai sortis depuis 2016. Fait qu'en gros, c'est entre 5 et 9 coachs en chef par année qui perdent leur emploi. Puis pour vrai, ça reste que c'est fou, là. Ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque année, il y a à peu près le quart des équipes qui switchent de coach à chaque année, là. Puis ça, c'est sans compter les John Harbaugh, les Mike Tomlin qui sont restés là pendant 20 ans. Tu sais, il y a des gars qui sont là depuis super longtemps. Fait que ce que ça veut dire, c'est que quand on parle des 9 qui changent, c'est souvent les mêmes équipes. Ouais, c'est ça. C'est que c'est tout le temps les mêmes équipes qui changent les coachs. Fait que tu sais, t'en as comme 5-6 super stables. Puis les 25 autres équipes dans la NFL, ils changent de coach aux 2-3 ans. Fait que on n'a aucune stabilité dans la NFL. Puis je pense que ça a quand même à jouer dans les décisions puis dans le niveau, parce que c'est sûr qu'actuellement, la grosse mode dans la NFL actuellement, c'est de trouver la nouvelle jeune sensation qui est dans le tree de Sean McVay, genre. C'est pas genre, OK, hey, ce gars-là, on va stick avec. Un peu ce que les Packers ont décidé de faire cette année avec Matt LaFleur, ils ont eu comme des trucs où il n'était pas nécessairement, tu sais, il y avait peut-être des red flags ou peu importe, mais ils ont dit, hey, on va garder notre gars, on a confiance, on va garder la stabilité. Au lieu de dire, on va le congédier, on va essayer de trouver la nouvelle sensation du tree de Sean McVay. On garde ce gars-là, puis let's go, on stick avec. Puis je pense qu'à moyen long terme, ça peut payer.
Fait que moi, je pense que ça, le fait qu'un coach est toujours en mode survie parce qu'il sait que s'il ne gagne pas right fucking now, il va se faire congédier à la fin de l'année. Moi, je pense que ça a un impact sur le niveau de jeu des équipes. Cette étude-là, je pense que c'était dans. Je ne sais plus où est-ce que ça apparaît, mais je pense que c'est dans le Times, je pense aussi, dans le New York Times ou dans le. On l'avait lu il y a quelques années. Ouais, je me souviens que je l'avais déjà sorti. Les boys, je peux vous arrêter 2 secondes? Vas-y. Oui. 2 secondes. Je vais être obligé de quitter. Ah, pas de trop. Ah non. Losé, ton coup de cœur, c'est quoi? Rapidement. Coup de cœur, félicitations, Sam Darnold. C'est dur de passer outre. C'est vraiment difficile de passer outre ça. Un gars qui s'est fait chier d'en face par les Jets, par Caroline, par San Fran de backup. Il est arrivé à Vikings, il gagne 14 games, il calisse dehors pour un rookie qui ne sait pas jouer au football. Il regagne 14 games, gagne le Super Bowl. Toute l'année, on a été indécis. On est comme, il va peut-être faire. Il les a pas fait perdre. Aucun turnover en playoff. Félicitations, Sam Darnold. Merci, Losé, pour la saison. Je suis désolé, les bébés. C'est vraiment correct. Merci pour la saison, Losé. La saison, ton analyse extraordinaire. Merci beaucoup, la gang. Puis, bien hâte qu'on fasse ça. Yes, sir. Ciao, les boys. Ciao. Je vais juste continuer parce que ça, c'est par rapport au coach. Mais moi, je veux quand même amener, parce que pour moi, c'est intimement lié coach et QB parce que, comme je disais, de plus en plus, les nouveaux coachs en chef, les nouvelles sensations, c'est des coachs offensifs. Et je trouve que dans les dernières années, je l'ai déjà abordé aussi, c'est que je trouve que tous les jeux sont déjà très scriptés d'avance. Puis les corps arrière, ils n'ont plus de liberté. Tu sais, combien de fois par le passé, on voyait des QB arriver à la ligne de mêlée, changer de jeu, faire des signes à leur receveur. OK, on voit ça. Hey, attention numéro là, nanana. Là, pour vrai, les QB, là, Sam Darnold puis Drake May, là, au Super Bowl, là, moi, je me souviens pas d'une fois où ils ont dit hey, 45 ou whatever. Ils ont pas fait changement ça. à la ligne de mêlée ou quelque chose. Ils changent plus de jeu. Les QB ne changent plus de jeu parce que c'est tout scripté d'avance. Puis c'est soit ta première option est disponible ou sinon tu te débarrasses du ballon. Il n'y a pas de. Puis Marc-André, pour juste appuyer sur ton point là, rapidement, une petite parenthèse, on l'a vu aussi avec même Sean McVay et Matthew Stafford. Enfin, même quelqu'un qui est un MVP, il y a des fois où il n'y a pas de place. Quand il y avait le jeu contesté, où est-ce qu'on s'est dit, c'était comme le tight end ou c'était Barner, non pas Barner, ça c'est le gars des Seahawks. Il y avait un gars qui n'avait pas une passe captée dans le match. Ah oui, ben c'est le jeu de la victoire. Le TD, ouais, c'est ça. Ouais. Il l'envoie ce gars-là qui n'a pas. Puis il était couvert big time. Il était bien couvert. C'est comme si puis là, il était avec. Tu avais d'autres qui avaient qui auraient pu faire un jeu. Tu avais Davante Adams qui aurait pu faire un jeu. Mais le jeu était scripté là. Le jeu était scripté pour lui. Il y a des moments où est-ce que même quand tu es un MVP et tu es un stud, tu es expérimenté. Puis Stafford, quand il joue lousse en saison, il fait des affaires extraordinaires. Puis là, c'était tendu. Là, d'un coup, il est comme là, ce jeu-là, c'est pour aller à lui. Il n'est pas couvert, mais il n'a comme pas eu le choix. Puis c'est ça qui s'est passé. Si tu avais laissé de la liberté à ce corps arrière-là, à ce moment-là, peut-être qu'il marque un toucher. C'est pour ça que moi, je fais un lien comme très, très clair entre QB et coach, parce que pour moi, le fait que tu n'as pas de stabilité au niveau de coach, que les coachs sont sous pression, puis qu'on veut toujours trouver la nouvelle pépite offensive qui vient du tree à Sean McVay, c'est que ce gars-là qui arrive, qui a 34 ans, puis qui est coach en chef, il se dit, moi, je connais la game, puis je le sais c'est quoi qui va marcher, puis je le sais que mon jeu, il est bon, fait que je ne donne pas de liberté à mon QB parce que c'est moi qui l'ai la science infuse. Fait que moi, je pense que ça crée une baisse de niveau dans la NFL. Puis, par rapport à ça, j'ai sorti les statistiques des 10 dernières années. C'est changer de livre de jeu, changer plein d'affaires. Sur un jeu précis, tu as 5 options. Tu as ton option qui était 80% que tu checkes tout le temps en premier. Puis après ça, tu peux aller avec les 4 autres options. Mais qui te dit que c'est la faute du coach ou c'est la faute du carrière qui est pas assez vite? On le sait pas, c'est ça. On le sait jamais. Puis là, après ça, même du wide receiver qui n'est pas à bonne place au bon moment. Non, mais c'est ça, exact. Pour moi, je trouve qu'une statistique qui parle beaucoup, c'est la prochaine que je vous ai sortie. J'ai sorti par année le nombre de verges par match des corps arrière dans la NFL des 10 dernières années. Pour ceux qui n'ont pas le visuel, on est parti en 2016, 241 verges de moyenne. Ça, c'est par match par corps arrière. Fait que 2016, 241 verges, 217, 224, 237, 235, 240. Et là, tranquillement, depuis 2020, là, ça n'arrête plus de descendre. En 2020, on était à 240. Après ça, 228, 218, 218, 217. Puis cette année, on est à 209 verges par match. C'est quand même 30 verges de moins par match par corps arrière. Non, dans toute la saison. Ça, c'est pas pour les playoffs, pour la saison. Hey, 30 verges par match par corps arrière, là, c'est
énorme, là. Ça, c'est On dit, en plus, on dit que en le carrière, jeu dans devient le plus fond, aéré. dans un même match, c'est 60 C'est 60 verges d'attaque de si moins tu par la regardes les deux passe. bords. Oui, oui. Puis en plus, Exactement. les règles favorisent vraiment beaucoup l'offense. En Fait que, plus, tu es en train de dire qu'il y a une baisse d'efficacité des carrières fulgurante. là. Fait que, tu sais, pour On moi, entend dire aussi que le jeu aérien prend le dessus sur le football depuis quelques années, puis c'est pas ça que les stats montrent. C'est quand même exactement. Fait que, C'est tu sais, au sol. moi, cette année, c'est vraiment ça ma déception. C'est pour ça que je suis pas capable de pointer. C'est-tu les coachs, c'est-tu les QB? Un peu des deux. Il y a un peu des deux, puis il y a aussi le fait qu'on l'a répété plein de fois dans le podcast, que les coachs, ils prennent jamais les fucking points, que tu as un 4 et 7 à la ligne de 25. Lâche-moi le fucking 4 et 7, botte le 3 points, prends le 3 points. Fait que, tu sais, pour un mélange de tout ça, pour moi, ma déception, c'est QB coach. Je trouve que le niveau a vraiment baissé dans la NFL. Merci, Marc-André. Marco, ta déception à toi, on n'a pas pu le temps de se prep, tu ne l'as pas dit. Fait que là, tu vas nous surprendre. Là. Toi, ta déception. Honnêtement, j'ai pensé à ce que vous avez dit par rapport à la déception des coachs P2. Puis les kickers aussi, hein, c'est con à dire, mais les kickers cette année, là, on en a parlé souvent, je trouve. Là. Puis là, tu sais, depuis qu'ils ont reculé le extra point, avant c'était 30 verges, je pense, puis ils l'ont mis à 33 parce que ça n'avait pas de bon sens. Le taux de réussite, c'était à comme 99,7, genre. Mais là, on dirait que 3 verges de plus, ça a quand même pas mal tout changé. Puis ça n'a pas été facile cette année pour les kickers. Sinon, côté fantasy, les deuxièmes années, ça a été décevant. Oui, il y en a une couple qui n'ont pas été chanceux, là, les Jalen Daniels, les Nibers qui ont été blessés. Mais comme les Marvin Harrison Jr., ce monde, les Lal McConkey, les BTG, les Wardy, name it, il y en a beaucoup. Là, puis ils ont tous commis comme tellement des belles premières saisons qu'on s'attendait à quelque chose de bien pour la deuxième saison. Puis ça a tout été comme en deçà de leur propre attente, je suppose. Puis, je te dirais que c'est pas mal ça pour les déceptions. Là. Mais honnêtement, vous aviez bon point, par rapport à ça. J'aime, parce que je n'avais pas pensé à ça. Moi, quand je parlais de ça, je pensais qu'on allait nommer des joueurs des équipes. Mais vous donnez vraiment des bons points parce que les botteurs n'ont jamais botté aussi loin. On n'a jamais encensé autant des bottés qui viennent de loin, mais sont de moins en moins précis. Fait qu'on dirait que c'est comme s'ils se mettaient beaucoup sur la force. Puis là, tout d'un coup, là, ils n'en ont jamais manqué autant. Le pourcentage d'efficacité a vraiment baissé cette année par rapport aux autres années. Puis, puis en plus, ils n'ont leur pas de ballon qui se pourrait les aider. Ils ont des ballons spécifiquement pour botter qu'on ne joue plus avec. On ne lance pas la balle. C'est juste un ballon spécifiquement pour botter. Puis malgré tout, qui ont des ballons spécifiques pour eux, ça ne marche pas. Fait que c'est vraiment un bon point. Je vais vous contredire. Ah ouais, voici le pourcentage d'efficacité des botteurs des 10 dernières années, les boys. Fait que pour vrai, ça se maintient pas mal. Là. Puis même cette année, si on regarde, là, c'est la deuxième meilleure année dans les 10 dernières. Cette année, on est à 85. C'est des impressions qu'on a. Hein? C'est vraiment des impressions. Parce que dans les matchs qu'on a vus, ils ont des placements importants qui ont été manqués plus souvent. C'est peut-être ça. C'est peut-être, là, je ne sais pas, les placements importants, je ne sais pas si... Pour la victoire, on pourrait avoir une statistique de déplacement pour un changement de ligne. Pour un changement de possession en fin de match, mettons. Mais tu sais, pour ceux qui n'ont pas le visuel, là, cette année, 85,6% de réussite des botteurs. L'année passée, 84 avant 85,9. Puis ça remonte un peu plus. Pour vrai, on est tous entre 84 et 85. Check extra point. Pas field goal. Check extra point. Ah, je m'excuse, j'ai pas de chat GPT Pro. J'ai fini mes messages pour aujourd'hui, les boys. Je suis désolé. J'ai fini. J'ai trop posé de questions sur la NFL. Moi, je vais parler de ma déception. En fait, c'est par rapport à l'équipe. Il y a une équipe qui m'avait beaucoup encensé, puis j'ai pris goût à regarder. C'est les Texans de Houston. Il allait nulle part avant. DeMeco Ryan signe un contrat de 6 ans pour coacher là-bas, remet en place une identité, une défensive. Puis on sait que même dans un marché qui ne va pas bien, comme par exemple ceux des Titans, quand il y avait Mike Vrabel, il était compétitif. Ils ont eu des saisons gagnantes, ils se sont rendus loin éliminatoires des fois. Puis il suffit que tu aies un bon coach, qui a un bon plan de match, puis une stabilité pour amener des équipes vers la réussite. Puis les Texans de Houston avec la défensive terrorisante, électrisante, avec CJ Stroud, troisième année, une bonne première année recrue, un bon début de saison cette troisième année. L'an passé, c'était pas une belle saison. On y croyait à ce projet-là. Puis, toutes les craintes que vous aviez pour les Seahawks se sont manifestées pour Houston, avec 6 revirements contre les Patriots, avec 5 revirements contre Pittsburgh. Puis, si c'est pas du fait que Pittsburgh ne peut pas marquer des points, il aurait perdu ce match-là, alors que Pittsburgh aurait dû perdre. Il devait perdre ce match-là. Fait au final, c'était extrêmement décevant de perdre à cause de ton corps arrière, qui est supposé être une jeune recrue sensationnelle, puis qui est supposé être bon, ce gars-là. Fait que je trouve ça vraiment, 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 vraiment décevant pour eux.
Puis c'est ma décision parce que vous l'avez encensé. Il était électrisant à voir. Le jeu au sol était décevant. Oui, la ligne d'attaque était décevante en début de saison, mais il y avait beaucoup de bons éléments pour la passe. On parle beaucoup de Nico Collins, mais il y avait aussi deux bons wide receivers, dans le fond, dont un j'ai pris pour mon dynastie, puis là j'oublie le nom parce que je pense que c'est Higgins, quelque chose comme ça. Bon, Mais il y avait deux bons wide receivers aussi qui ont eu des belles saisons, puis ils ont bien progressé durant la saison aussi. Donc, au final, tu as les wide receivers, tu as les tight ends. Tu avais Dalton Schultz, qui est un tight end établi, qui a été extrêmement bon pour cette équipe-là. Le seul problème, c'était la ligne en attaque, puis le manque de running back. Ils ont pris plein de vieux qui étaient finis, puis qui ont essayé de patcher. Ça a moins bien marché. Beaucoup de blessures de ce côté-là, mais qui perdent de cette façon-là, alors que ton corps arrière comme S6 revirement, c'est inexcusable. C'est inacceptable. Puis à la limite, il perd un match serré, je peux vivre avec ça. Mais perdre à cause en 2 matchs de plus que 10 revirements à ton nom, c'est vraiment décevant. Ouais. Moi, pour en revenir sur les il y a des extra hauts. points, là, Vas-y, dans le fond, c'est la règle qui a été changée en 2015. Les extra points avant 2015 sont étaient plus faits à la loin. ligne de 20 verges, puis ça a tombé à 33. Parce que le taux de réussite avant 2015 était de 99,3 en montant. Fait que là, ils voulaient donner une petite chose de perdre un petit point. 9,3. Ouais, fait que là, après ça, 2016, ça a descendu. En 2015, la première année qu'on fait ça, ça a descendu de 5%, 94. Ça a continué de jouer dans les 93, 94. Puis là, tu vois, 2020, j'ai pas la stats pour 2025, c'est con, mais 2023, 2024, c'est 96%, ça a remonté. Donc, ils se sont habitués, mais... Cette année 86, check ça. Check les stats avancées. Là. Non, mais, au final, non, c'est ça. Mais merci pour la précision. C'est plus bas, puis voilà. Mais dans le fond, pour les Texans, il y a eu d'autres équipes qui ont déçu par rapport à l'an d'avant, mais on sait, chaque année n'est pas garante du passé, donc on s'en fout, tu étais rendu où. On pourrait parler les Chiefs que c'est décevant, on pourrait parler des Baltimore que c'est décevant, on pourrait parler des Détroit que c'est décevant, mais on vit tous des hauts et des bas. Puis il y aura des off-season, puis c'est normal, ça fait partie de la game, des blessures importantes à des joueurs clés. C'est tellement mal. Là. Ça fait mal. Au final, il y a toutes sortes de scénarios qui arrivent, mais quand tu as une équipe qui est en santé, qui a le vent dans les voiles, qui met énormément de pression, puis qui crée des revirements, puis qui ont une défensive élite comme ça, les voir perdre de cette façon-là, que ton corps ne protège pas la balle, puis des fois des jeux inexcusables, c'est vraiment décevant. Puis moi, ça m'a vraiment déçu. Puis peut-être qu'ils sont à un changement de carrière de gagner un Super Bowl. Tu sais, comme quand Stafford est arrivé, première année, claque dans le Super Bowl. Sam Darnold, première année, claque dans le Super Bowl. Il y a beaucoup, on dirait, d'équipes qui sont prêtes, mais il manque le corps arrière. Fait, dans le fond, peut-être qu'ils sont à un échange d'avoir une saison d'incroyable l'an prochain si CJ Stroud, ce n'est pas la solution. Fait, on ne sait pas, ils ont des questions à se poser. Est-ce qu'on continue avec lui? Est-ce que c'est juste une attaque? Est-ce que c'est jeu au sol? Et le contraire est aussi vrai. Si je suis le GM, j'ai des grosses réflexions à réfléchir. Je ne dis pas que la solution, c'est le tasser. J'ai envoyé une vidéo aussi aujourd'hui qui synthétise bien ma pensée. Ça fait beaucoup des réflexions à réfléchir. Mais pour vrai, se réfléchit longtemps, c'est ça que je veux dire. Mais des fois, c'est des questions importantes parce que sont peut-être à un changement ou deux de se rendre extrêmement loin. Puis cette année, en plus... Il y a tellement d'impondérables, tu sais, parce que tu parles, ils ont-tu le vrai carrière, ils ont-tu leur bon carrière, mais le carrière, il est-tu à la bonne place? Es-tu avec le bon coach, avec le bon coach de QB? Tu es à la même longueur d'onde, il faut que ça soit fit, puis il y a tellement de... Tu fais bien de le dire, Marco. On termine en beauté. Dernier épisode avant une couple de mois. Puis là, dans le fond, c'est le temps de finir en beauté. Là. On pourrait dire comme le coup de cœur, c'est le podcast, mais non, OK, on n'est pas des gens vont juste pleurer puis s'en sortir dans le dos. Ouais, c'est ça. On n'est pas des chauvins ou des circle of jerks. Là. On est là pour dire des vraies affaires. Dans le fond, là, je vais vous laisser la fin de parole. Fait que je vais commencer avec mon coup de cœur pour que vous finissiez avec le vôtre. Parfait. Moi, mon coup de cœur, c'est Cooper Kupp. Cooper Kupp, on parlait de Sam Darnold, président closé, mais moi, Cooper Kupp, c'est un receveur que j'adore. Je le trouve extrêmement intelligent, extrêmement bon. Triple Crown winner, il n'y a pas si longtemps. Puis, il s'est fait tasser par les Rams pour Davante Adams puis Puka Nacua pour se dire, lui, c'est notre future sensation. On ne veut pas le payer. On a une jeune recrue, on croit en lui. Avec un vétéran qui est bon, on va le plugger. Puis, il s'est fait tasser par les Rams. Puis, il était un peu délaissé, genre, un vétéran qu'on laisse aller, puis il va finir sa carrière ailleurs. Mais là, il est gagnant du Super Bowl pour une deuxième fois, puis il a été un élément important de son équipe sur des catchs contestés, sur des courts gains pour gagner le premier essai. Puis Cooper Kupp a eu une saison extraordinaire au niveau d'efficacité, pas nécessairement au niveau des chiffres de production. Il y avait Kenneth Walker,
Il y avait Chardonnay, 2 excellents running backs. Tu avais aussi Jackson Smith et Njigba, mais quand lui est couvert, Cooper Kupp a fait les attraper. Fait que bravo à Cooper Kupp, double champion du Super Bowl. Puis tu as été un élément important pour ton équipe. Fait que pour Cooper Kupp, je suis un fan. Puis je suis encore fan de cette année. Bravo à toi. T'es ma fierté, puis t'es ma surprise de l'année. Voilà. Marco, toi, ta surprise. Es-tu la surprise dans le match du Super Bowl? Ou non, à large. Moi, c'est mon la saison, c'est Cooper Kupp. Vite de même, moi, je vais y aller avec mon équipe. Je vais parler de Justin Herbert un peu, dans le sens où... Il joue avec 2 plaques en métal dans son poignet. Ouais, quand il est tapé de partout, c'est cassé à la main. Il a perdu les 2 meilleurs, qu'on disait au début de l'année, le meilleur duo de tackle de la Ligue, potentiellement. Ouais. Il n'a jamais eu ce duo-là. La ligne à l'attaque, 32e au total de la saison complète. Vraiment, les très 3 positif autres joueurs pour à date. Ouais, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que il y a 2 ans, Justin Herbert n'était même pas choisi dans les... Tu sais, mettons, tu faisais un fantasy de 12 personnes, il n'était pas choisi top 12. Puis il n'était même pas choisi pour être le deuxième, le QB de remplaçant de personne, même que tu pouvais aller chercher peut-être 17, 18e, puis c'était late. Puis regarde, il a réussi à remonter en termes de fantasy points à genre 7e, je pense, cette année. 7e, 8e, oui, il y a eu une couple de déceptions qui ont fait en sorte qu'il est positionné là. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup de monde, dans toute la situation que je viens d'expliquer, qui aurait fait aussi mieux que lui. Il a transporté cette équipe-là sur ses épaules. Philippe qui a une fiche de 11-6. C'est classé pour la danse, que je pourrais dire... je suis habitué de dire la danse du printemps au hockey, là, mais c'est la pas danse éliminatoire. Ouais, la danse éliminatoire. Fait que non, pour vrai, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines années. On n'était pas le printemps par les playoffs. Non, c'était l'hiver bien à côté. Ah non, c'était à côté, ça s'est fait en tabarnouche. Mais, fait que non, je suis bien fier de ce qu'il a fait, puis qu'il a remonté depuis 2 ans, depuis que Jim Harbaugh est arrivé. Puis là, l'année prochaine, avec McDaniels, j'ai bien hâte de voir ça. C'est un coach offensif. Fait que je suis un peu moins par la course. Fait que, tu sais, moi, le Greg Roman, je me faisais beaucoup peur à cause de ça. Puis Jim Harbaugh aussi avec Michigan, ça courait beaucoup. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Herbert l'année prochaine. Là. Cool. C'est vrai que Justin Herbert, malgré tout, il a quand même très bien paru. Malgré l'adversité, c'était quand même il a été compétitif. Fait que c'est très divertissant. Puis, timing, il n'y a juste pas de timing. Le timing n'est pas là. On a parlé de plein de narratifs, mais c'est vrai que la fantasy est énorme. Tu sais, même aussi les paris. Moi, tu sais, je devais mettre un coup de cœur, ce serait les paris, l'assistant bête de Marc-André qui s'est vraiment donné cette saison. Puis qu'il a été vraiment bon, le petit maudit, là, Super avec Bowl, des paris. 9 en 11. 9 en 11 pour le Super Bowl. C'est-tu dans l'année? Je suis sûr que c'est une pièce par pari, là, on est millionnaire. On est millionnaire. Une pièce par pari, on est millionnaire. Pas une pièce, là. Mais pour vrai, toutes les semaines ou presque, j'étais dans le positif. Super Bowl, 9 en 11. Mais tu sais, tu me fais une belle passe parce que moi, un de mes coups de cœur cette année, c'est vraiment tranquillement notre réseau qui se construit. Tu sais, c'est comme la première année qu'on est à 4, on avait fait une année de break. Puis, tu sais, pour vrai, pour vous donner une idée, le vidéo du Super Bowl, tu sais, on est en haut de 2500 vues sur les différentes plateformes, tu sais. Puis oui, des vues, des fois, ça ne veut pas nécessairement tout dire parce que des fois, il y a des vues, il y a des gens qui voient une demi-seconde puis ça compte pour une vue. Mais tu sais, ça reste quand même. Il y a 2500 personnes. Oui, c'est du reach, mais ça reste quand même que pour le match du Super Bowl, il y a quand même eu 200 votes de gens qui ont voté pour le résultat du match. Fait que, tu sais, pour moi, ça tu sais, oui, le 2500 views, c'est cool, mais pour moi, le 200 votes, ça veut dire qu'il y a quand même 200 votes qui ont quand même pris le temps de voter puis qui réfléchissent. Fait que je trouve que c'est quand même le fun. Puis oui, si vous n'êtes pas encore abonné, allez nous suivre, l'Assistant Coach Podcast. Je vous avoue que pendant la saison morte, nous, c'est pas notre on ne fera pas de podcast pendant la saison morte. Je ne me lancerai pas dans des vidéos d'analyse du draft puis de l'entre-saison. Mais restez abonnés. Tu veux pas qu'on fasse une petite compétition amicale pour le 40-yard dash? Ce que je propose maintenant, si on continue ça, qu'est-ce que je propose? C'est de peut-être partir l'année avant, durant les pré-saisons. Peut-être un peu plus tôt, ouais, c'est ça. On se nous deux pour faire un rap. Mettons, on fait un podcast là, NFC, puis on passe sur des équipes NFC. Puis après ça, on fait juste avant la saison, puis après ça, on fait NFC.
Puis, Blague à 2 part, semaines, je mettons, voudrais ça t'en fait parler un en job. ondes parce que pour les auditeurs qui nous suivent et qui sont nouveaux ici, des fois on commençait plus tôt. C'est cette année, le projet a pris forme un peu plus tard, puis on ne savait pas qui allait joindre ou pas. Fait qu'on a retardé, mais avant, on prend ça beaucoup plus tôt, puis on parle des Ouais. changements de la AFC, NFC, Ah ouais, les selon les coachs ordres de draft, ici. qu'est-ce qu'on surveille. Puis dans le fond, même des fois, on parle un peu des matchs pré-saison pour voir comment est-ce que les équipes font jouer leurs joueurs. Juste pour voir un peu, ben, on a eu un premier sneak peek où, genre, selon les reps, Ah, on peut les nouveaux joueurs. Puis tout. Ouais. puis on commence, pendant que les matchs pré-saison sont là, puis c'est plus relax aussi. Là, on a le temps de parler des divisions puis autres. Là. Fait que, ça, Marco, mais tu marques un point. Puis je suis Ouais. content que tu parles d'entendre. C'est sûr que l'an prochain, on va commencer plus tôt. Ça, c'est sûr. Parfait, ben c'est ça. C'est une proposition. Je sais qu'on avait commencé, moi, je ne me rappelle plus si on avait commencé direct au début de la saison. Ou, Mais c'est quand même plus rapproché, là, parce que justement, avec vous deux qui sont ajoutés, nous autres, on avait pris une année de break, on a comme décidé un peu tard de restarter ça. Ça repartir la machine, ça a pris du temps. c'est C'est pas une machine B-Relay comme l'autre fois. Là, mais la deuxième année qu'on avait faite, on avait pris ça vraiment plus tôt. Là, Ouais. Mais garde, Marc-André, je pensais que tu allais dire que ton coup de cœur aussi, c'était mais le nombre oui, d'équipes. je vais en parler, mais c'est juste que là, tu me faisais une passe par rapport à une communauté, fait que je voulais juste plugger nos chiffres, je trouvais ça le fun. Ben, mais parfait. pour moi, ça reste que ma surprise cette année, c'est que on a quand même eu 5 nouvelles équipes qui ont participé aux éliminatoires par rapport à l'année d'avant. 5 sur 14. 5 sur 14, qui est quand même plus que le tiers. Je trouve que c'est quand même beaucoup. Puis, c'est pas nécessairement des équipes qu'on voyait venir. Tu sais, dans le sens que sur les 5 équipes, c'est les Pats, les Jags, les Seahawks, les Bears puis les Panthers. Tu sais, puis pour vrai, c'est des équipes... Tu sais, c'est des équipes, tu sais, ici, on a les fiches. Les Pats avec 4 victoires l'année d'avant. Ils ont bien paru, ces équipes-là, durant la saison. Ils ont bien paru, tu sais, les Bears, 7 victoires l'année d'avant, les Panthers, 2 victoires l'année d'avant, puis ils ont participé aux éliminatoires. Puis pour vrai, si on se ramène en début d'année, là, les Jags, pas grand monde qui parlait d'eux autres. Là. Moi, je me souviens, notre podcast en début d'année, on donnait facilement la division aux Texans. On disait, les Texans, c'est la seule équipe qui va être compétitive dans cette division-là. Les autres équipes, on ne s'attend pas à grand-chose. Finalement, les Jags ont été vraiment solides. Les Seahawks, tout le monde parlait des Rams, tout le monde parlait des 49ers, puis les Seahawks qui vont chercher le Super Bowl. Fait que pour moi, c'est vraiment une organisation de Darnold aussi. Oui, exactement, c'est ça. Ouais. Fait que moi ma surprise de l'année dans la NFL, c'est un peu ça, c'est de voir de nouvelles équipes d'amener du sang frais en éliminatoire. Puis ça, on en a parlé un peu plus tôt quand on disait, c'est tout le temps les Mahomes, les Lamar, les Allen qui étaient là. Ben moi, je trouve que d'amener des équipes qui, en guillemets, pourrissaient un peu dans le fond de la cave depuis quelques années, de ramener ça vers le haut, moi, je trouve que ça peut juste amener du positif pour la NFL. Ouais. Tu vois, moi, tu me dis que tu m'avais dit au début de l'année que les Seahawks de Seattle gagneraient le Super Bowl avec comme première année, comme QB, Sam Darnold. Je t'aurais jamais cru, je t'aurais presque ri d'en face. Tu sais, je vais aller plus loin, là. Ouais. Quelqu'un qui aurait betté, mettons, tu te ramènes en début de saison, là, tu fais ça, un bet semaine 1, que les Seahawks gagnent contre les Pats en finale du Super Bowl, la cote va être à 350 fois la mise. Là, comme c'était pas autant, mais tu vois, non, mais dans le sens que c'était fuck all pas d'un carton, là, les Seahawks qui gagnent contre les Pats. Là. Ouais, c'est ça, tu passes de Geno Smith à Sam Darnold, le coach de sa deuxième année, là, bon, un temps d'adaptation. GSN Right Receiver 1, ça sort de bravo aux Seahawks de t'être débarrassé de Russell Wilson, d'avoir échangé DK Metcalf, d'avoir échangé Geno Smith, de t'être débarrassé de ton coach qui ça marchait plus Pete Carroll. Puis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Service rendu, mais on fait des choses de bonne façon. Quand t'es vieux votant. Tu sais, c'est tout bravo tout le monde de top from bottom là, dans cet alignement, dans cette équipe-là. Bravo à tout le monde. Ouais, cool. Mais c'est des petits tours de revoir. Là, on se laisse sur Dualité. Merci encore là, pour le petit jingle. Et merci encore à Marco de t'être joint avec nous autres cette année. C'est vraiment cool. Moi, je vais être là l'année prochaine si vous êtes là, c'est sûr. Ah, c'est sûr, pour vrai, t'as invité Marco. Puis merci aussi, là, il y a eu des petits, ajouts là, au cours de la saison. Là, j'oublie son nom, là, c'est ton ami, là. Max Spedding. Sped. Yes, sir. Shout-out à Sped. Shout-out à Sped qui est venu. L'an prochain, là, 2 semaines avant la fin du podcast, on te réinvite, inquiète-toi pas. Là. Non, mais pour vrai, ça a mis un vent de fraîcheur, puis ça a enlevé un stress aussi à Marc-André puis moi d'être là tout le temps. Des fois, on a fait un épisode à Noël, toi puis moi, Marco, le matin. Fait que ton implication était vraiment, vraiment appréciée. Puis pour vrai, je m'ennuie déjà. On n'a même pas envie de dualité tout de suite. On a envie de faire ça. Oui, on a envie de. Moi, j'ai pas participé encore. Bonne off-season, allez dehors, c'est l'été. Puis on se revoit là, en août là, quand il fait un petit peu plus frais. Puis que la saison recommence, j'ai déjà hâte. Mais profitez bien là, de la off-season. Puis à bientôt.
Ciao, les Vraiment, gars. yes sir. Ciao tout le monde. Merci à tous. Ça recommence vite, ça recommence vite. Oui. Go Tigers! Boo McCarthy. Hey, ciao, les gars.